Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 5 étapes du processus de recrutement en 5 vidéos. Les étapes de recrutement. Le processus de recrutement est une partie importante du marketing RH et peut être divisé en 5 étapes. 1. La stratégie de recrutement. 2. La description du besoin. 3. La recherche de candidats. 4. L'entretien d'embauche. 5. L'intégration du collaborateur. Chaque étape de cette procédure de recrutement fera l'objet d'une vidéo. La stratégie du recrutement. Recruter, c'est engager l'entreprise sur la durée. Il y a donc un enjeu stratégique sur le développement et la compétitivité de l'entreprise. Il est nécessaire de créer une politique de recrutement regroupant les principes de l'entreprise et ses orientations stratégiques prioritaires. Il est important de communiquer en interne et en externe la politique de l'entreprise avec le service communication. Il servira l'image de marque et améliorera la marque employeur. L'employeur attractif. Pour attirer, intégrer et conserver les futurs talents, il est nécessaire d'être attractif en développant son image de marque pour devenir un employeur de choix, de référence. Ces aspects entrent dans un schéma de marketing RH et de communication externe. Il existe 6 règles qui permettent de devenir un employeur attractif. 1. Connaître les attentes des futurs collaborateurs. 2. Adapter aux cibles de recrutement des pratiques de gestion des ressources humaines, dit GRH, et aligner sur la stratégie de l'entreprise. 3. Utiliser la communication de recrutement. Communiquer aux futurs collaborateurs les points forts, les atouts de l'entreprise, la politique de recrutement. 4. Définir et animer une relation amont. Définir ses cibles, imaginer les meilleurs moyens de contact, pérenniser la relation, créer des événements, mobiliser les jeunes recrutés, innover. 5. Construire une image d'employeur de référence en utilisant une politique de recrutement stable et cohérente dans le temps. 6. Faire vivre une expérience candidat, promesse d'une expérience collaborateur de qualité. Afin de mesurer son image de marque, il est nécessaire de réaliser un audit en vue de recenser les outils utilisés. Voici quelques KPI relatifs à l'attractivité de recrutement d'une entreprise. Le nombre de candidatures spontanées reçues. Le taux d'acceptation des propositions de recrutement. Le nombre de visites sur le site de recrutement de l'entreprise. Prenons l'exemple d'un service d'aide à domicile. Afin de connaître les attentes des futurs collaborateurs, un sondage interne sur les emplois identiques peut être mis en place. Selon la stratégie de l'entreprise, il faut adapter les pratiques GRH comme la rémunération ou la formation à la cible du recrutement, comme une aide à domicile. On peut mettre en avant différents points forts de l'entreprise, comme la rémunération moyenne proposée dans l'entreprise par rapport au revenu national. On peut parler de l'évolution professionnelle grâce à la formation interne permettant au candidat d'être à la fois rassuré du bon développement de ses compétences, satisfait d'avoir obtenu un diplôme et séduit par l'évolution professionnelle. La qualité de vie au travail, dit QVT, est également un bon levier pour les entreprises. La QVT, ce n'est pas que améliorer les conditions de travail ou le partage entre vie professionnelle et personnelle. C'est aussi donner la possibilité à chacun d'agir afin d'améliorer son employabilité, la qualité de service et la performance de l'entreprise. Les actions de QVT sont autant utiles pour l'employeur que le salarié. Le gain en performance et en innovation dépendent de l'implication des salariés dans l'entreprise. Cette implication dépend de plusieurs éléments comme le type de tâche à réaliser, sa possibilité de s'exprimer et d'agir sur leur travail, la qualité du management, les possibilités de développement professionnel, la satisfaction des clients et le bon fonctionnement de l'entreprise. Être attractif, c'est aussi avoir de bonnes relations avec des institutions de recrutement ou avec les professionnels avec qui vous travaillez pour recruter. Il est donc intéressant d'avoir de bonnes relations avec, par exemple, Pôle emploi, les organisateurs de salons et les derniers employés. Ils permettront d'accélérer les recrutements des prochains candidats en s'identifiant à eux. L'aspect naturel et humain est important. Améliorer l'expérience candidat permet de réduire les refus d'un poste. Si un candidat passe un mauvais moment pendant son parcours de recrutement, il aura tendance à refuser le poste. Par exemple, s'il n'a pas assez l'occasion de s'exprimer, s'il est mal accueilli ou bien s'il ne se sent pas considéré. Au contraire, si vous donnez envie en mettant à l'aise le candidat, en créant un lien de confiance, en étant transparent, en ne donnant pas de faux espoirs, en personnalisant le recrutement, en clarifiant le processus de recrutement et en demandant leurs avis, alors cela favorisera le recrutement. Prenons maintenant l'exemple d'un employeur attractif, Google. Pourquoi Google renvoie une image attractive? La qualité de vie au travail est au maximum.
Les employés sont des élites, ils gagnent bien leur vie et ont la confiance de leur manager. Enfin, Google a fait ses preuves. Ces éléments donnent envie aux candidats, ce qui augmente leur nombre, ce qui augmente les choix des candidats, donc de meilleurs employés recrutés, donc de meilleures prestations. Le lien entre la QVT, le management et le recrutement est par conséquent très important. Vous savez dorénavant comment devenir un employeur attractif et connaissez les étapes du processus de recrutement. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai la description du besoin de recrutement, du poste et du profil. Maintenant que vous connaissez le processus de recrutement, nous allons commencer par la description du besoin. L'analyse et la description du poste. La description du poste ou de la fonction est une étape fondamentale dans le processus de recrutement. Dans un premier temps, il est important d'analyser le besoin en structurant la description du poste afin d'établir sa structure et hiérarchiser vos critères. Pour ce faire, il est nécessaire de répondre à cette question. 1. La raison du recrutement. Est-ce une création de poste ou un remplacement? 2. Le type de contrat. Quel contrat est le plus adapté? Quelle rémunération? Qu'est-ce qui ne justifie pas le CDI? 3. L'interaction. Avec quel interlocuteur et à quelle fréquence les interactions ont-elles lieu? 4. Les activités et objectifs. Quelles sont les tâches et objectifs de ce poste? 5. Les difficultés rencontrées et les compétences. Quelles sont les difficultés rencontrées et les compétences nécessaires pour les résoudre? 6. Les contraintes. L'employé aura-t-il des contraintes particulières comme la chaleur, la pénibilité, les déplacements? 7. L'évolution du poste. Quelles sont les évolutions possibles de ce poste? Une fois l'analyse du besoin faite, nous pouvons créer une fiche de poste. Ce document est important et a plusieurs usages. Il sera utile pour le recrutement, l'entretien d'appréciation, la formation, les entretiens professionnels, la mobilité. La fiche de poste est scindée en deux parties. La première concerne les éléments contextuels au poste. Cette rubrique décrit l'environnement et le contexte du poste. Il est nécessaire de mentionner l'intitulé du poste, la situation hiérarchique, les caractéristiques du contrat, les conditions de travail, les difficultés du poste. La seconde partie concerne le contenu du poste. Il faut structurer et prioriser l'ordre des éléments suivants. La mission qui résume la raison d'être du poste, ses tenants et aboutissants, les compétences requises pour mener à bien la mission, les domaines de contribution du poste dans un schéma d'organisation stratégique, les activités du poste à atteindre dans chaque domaine, les tâches détaillent précisément les actions à mener pour réaliser les activités. En structurant ainsi votre fiche de poste, le lien entre vos besoins et le profil recherché sera beaucoup plus efficace. La description du profil. Tout d'abord, il cherche à identifier grâce à la fiche de poste l'expérience, la formation, les compétences techniques, dites aussi hard skills, et les compétences humaines, dites soft skills. Ensuite, il organise ses critères en deux catégories. Les critères indispensables, qui représentent le minimum à avoir à l'exercice du poste et non négociables. Les critères souhaités, l'idéal de l'employeur permettant l'ajout complémentaire de compétences au poste visé. Enfin, il vérifie si les critères de la fiche de poste et du profil sont cohérents avec le marché de l'emploi, que ce soit en termes d'expérience, de compétences ou de rémunération. Dans l'exemple d'une assistante de vie aux familles, la fiche de poste ressemble à ceci. Tout d'abord, le descriptif de l'emploi, comme accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien. Ensuite, la liste des activités principales, comme aider la personne à faire sa toilette, à s'habiller et à se déplacer, ou assister la personne lors des courses, de la préparation et de la prise des repas. Puis, on détaille les différentes conditions d'accès. En condition d'exercice de la fonction, sous la responsabilité du responsable de secteur. En condition d'accès à la fonction, le titre professionnel d'assistante de vie aux familles, dit ADVF, et le permis de conduire. En savoir-être, empathie, bienveillance, bonté, autonomie, organisation, patience et écoute. En parcours professionnel, interne possible, formation interne, accompagnant, éducatif et social. Vous pouvez vous aider des fiches métiers de Pôle emploi. Dans le cas du métier d'aide à domicile, la fiche ROM est K1 304. Vous savez dorénavant créer une fiche de poste avec un profil adapté à vos besoins. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai la recherche des candidats du sourcing et ses différents canaux d'acquisition. Maintenant que vous savez comment réaliser une fiche de poste efficace, nous allons la diffuser. Avant de commencer, il est important de regarder la possibilité de recruter en interne.
Le recrutement en interne. Dans le cadre d'une politique d'évolution professionnelle de ses collaborateurs, l'équilibre entre recrutement interne et externe doit être surveillé. Recruter en interne a plusieurs avantages. Conserver et valoriser vos talents, mise en poste plus rapide, l'intégration étant déjà faite, limiter le coût et les risques d'une mauvaise embauche, recruter sans la gestion de différentes plateformes et renvoyer une image d'employeur attractive, bénéfique à votre image de marque. Les candidats internes devront passer les mêmes tests que les candidats en externe. Vous pouvez utiliser le réseau interne de votre entreprise, les mails et newsletters. Il est important d'enrichir son recrutement interne avec du recrutement externe. Le recrutement en externe. Le recrutement de nouveaux salariés demande la mise en place de moyens de recrutement. Il existe plusieurs canaux de diffusion, les outils de recrutement physiques et digitaux. Concernant le recrutement physique, on peut noter 4 mécaniques de recrutement. Les salons de recrutement, les job dating, la publicité d'image sur des espaces publicitaires, le débauchage, les partenariats comme la mission locale, les associations d'insertion ou encore les cabinets de recrutement. Les cabinets de recrutement permettent d'élargir votre recrutement grâce à leur expertise sectorielle et à l'identification des meilleurs talents contre un coût financier. Ils font le lien entre l'offre et la demande. Concernant le recrutement en ligne, il y a 4 grands pôles. Les sites d'annonces de recrutement comme Pôle emploi, Indeed, Le Bon Coin, etc. Les réseaux sociaux, la publicité images et vidéos, les salons de recrutement virtuels. Si vous vous orientez vers le recrutement de personnes handicapées, vous pouvez être accompagné par des organismes spécialisés tels que Cap Emploi, AGFI ou Pôle emploi. Vous pouvez bénéficier d'aide à l'embauche. Le recrutement en externe oblige l'implication d'une stratégie de communication gérée par le service communication de votre entreprise. La communication de recrutement. Pour diffuser vos offres d'emploi, il est nécessaire d'utiliser le service communication de votre entreprise. Son rôle sera d'établir une campagne de recrutement globale, interne et externe. Il est important de différencier le quoi et le comment. Le service ressources humaines se charge du quoi et le service communication se charge du comment. Cela vous assurera de l'homogénéité dans les communications afin d'avoir une image de marque cohérente dans le temps. Le service aura plusieurs leviers d'action dans le recrutement payant et non payant. Le recrutement payant, c'est tout simplement la publicité. Payer pour avoir un retour potentiellement supérieur aux diffusions gratuites. Par conséquent, un budget devra être défini entre les deux services. Diversifier le recrutement. Selon les besoins, vous pouvez rechercher d'autres types de contrats. Par défaut, le CDI et le CDD représentent le recrutement classique. Selon vos périodes fortes d'activité, vous pouvez envisager le recrutement par l'intérim et l'emploi saisonnier. Si vous avez l'objectif d'embaucher de jeunes talents, vous pouvez vous orienter vers l'alternance. Il offre énormément d'avantages, mais aussi bien pour l'alternant que l'entreprise. Pour l'alternant, cela lui permet d'avoir un revenu et d'être autonome financièrement. Certains étudiants sont obligés de travailler à côté pour financer leurs études. Avec l'alternance, cette contrainte devient un avantage pour eux. Ils gagnent un salaire, une formation et une expérience professionnelle. Pour l'entreprise, le recrutement d'un alternant a plusieurs avantages. Vous mettez plus vite la main sur de jeunes talents avant même qu'ils ne soient sur le marché de l'emploi. Il permet de réduire l'échec de la période d'essai, étant donné que vous l'avez testé pendant sa période d'alternance. Vous pouvez le façonner à l'image de votre entreprise avant un potentiel recrutement. La première sélection des candidats. Une fois avoir reçu un certain nombre de candidatures dans le temps que vous vous êtes imposé, il est temps de faire une première sélection. Cette première élimination se base sur des critères simples basés sur le CV et la lettre de motivation. Il faut écarter toutes les candidatures qui ne remplissent pas les critères minimaux requis, comme les compétences, l'expérience ou la formation. Vous savez dorénavant comment rechercher vos candidats en interne et en externe. Dans la prochaine vidéo, j'expliquerai comment bien dérouler un entretien d'embauche. Après avoir sélectionné les candidats suite au sourcing, nous pouvons préparer l'entretien d'embauche. La structure de l'entretien. L'entretien du candidat est une étape clé dans le processus de recrutement. Pour un bon déroulement de l'entretien, il est nécessaire d'instaurer un climat agréable et de confiance avec votre candidat. Ensuite, présentez-lui le déroulement de l'entretien. Voici les 9 étapes de l'entretien de recrutement. 1. La préparation de l'entretien. 2. L'accueil du candidat. 3. L'introduction et présentation succincte de l'entreprise et du poste. Présentation de la structure de l'entretien. 4. L'enquête biographique du candidat. Formation et expérience.
5. La mise en situation pour validation des compétences techniques et transversales. Ce n'est pas obligatoire, mais cela peut être un test ou des boucles de réalisation. Nous verrons cela par la suite. 6. L'analyse des compétences comportementales. 7. La recherche des motivations. 8. La présentation détaillée du poste, plus l'avis du candidat et un question-réponse. 9. La conclusion de l'entretien. La méthodologie de l'entretien. Soyez humain. Mettez à l'aise vos candidats. Une personne détendue partagera de meilleurs retours d'informations sur les missions que vous souhaitez lui confier. Pour vous aider dans votre entretien, voici la méthode de l'entonnoir en 7 étapes. 1. Utilisez toujours une phrase de transition entre vos questions. Nous venons d'étudier votre parcours, je vous invite maintenant à... 2. Une question ouverte large pour explorer le domaine. C'est une phrase qui permet de récolter beaucoup d'informations, comme par exemple « Pourquoi avez-vous démissionné ?» 3. Une question réflexive ouverte. Le recruteur pose une question ouverte en lien avec les retours du candidat. Par exemple, « Vous venez de me parler de votre attrait pour les relations humaines. Pouvez-vous me dire pourquoi ?» 4. Une question réflexive fermée. À l'inverse de la question réflexive ouverte, ici l'objectif est de confirmer ses propos en cherchant une réponse fixe. Comme par exemple, « Combien étiez-vous dans votre entreprise ?» 5. Une question d'auto-évaluation pour valider des compétences techniques. Posez-lui une question sur ses réussites ou ses échecs afin d'en tirer des renseignements sur son profil. Par exemple, quelles compétences avez-vous utilisées pour développer vos relations de travail? 6. Une question sonde. Elle permet d'avoir une vision globale du candidat. Par exemple, quelle est selon vous votre qualité première? 7. Une question ouverte large conclusive. Elle vous permettra d'explorer des informations importantes. Par exemple, voulez-vous ajouter quelque chose? Lors du questionnement, il est primordial d'éviter les questions interdites discriminatoires. Les discriminations interdites, ce sont les questions à ne pas poser. Avant tout entretien, il est nécessaire de prendre connaissance de tous les types de discrimination à éviter dans le parcours de recrutement. Il faut éviter toute question personnelle, religieuse, politique ou syndicale. Voici une liste de 10 questions à éviter. Quel âge avez-vous? Avez-vous des enfants? Pensez-vous avoir des enfants? Êtes-vous enceinte? Quel est votre handicap? Êtes-vous physiquement apte à occuper ce poste? Pour quel parti politique votez-vous? Faites-vous partie d'un syndicat? Quelle est votre religion? Êtes-vous propriétaire de votre logement? Où habitez-vous? Les types et outils de test. Vous pouvez opter pour des tests techniques afin de confirmer l'aptitude du candidat à exercer une certaine tâche en lien avec votre activité. Il existe 5 catégories de tests à exploiter en entreprise. Les tests de valeur professionnelle et humaine, les tests de connaissances, les tests d'aptitude, les tests de motivation et les tests de personnalité. Également, de plus en plus d'entreprises se penchent sur la valorisation des soft skills des candidats dans leur stratégie de recrutement. En effet, les soft skills ou compétences comportementales en français permettent de compléter les compétences techniques du candidat, les hard skills. L'apport de soft skills souligne la qualité, la pérennité et le développement de votre collaborateur. Il existe beaucoup de compétences comportementales, mais voici notre top 10 des soft skills les plus recherchés par les entreprises. Numéro 10, l'organisation. Numéro 9, le jugement et la prise de décision. Numéro 8, l'intelligence émotionnelle comme l'empathie ou la bienveillance. Numéro 7, le management ou coordination. Numéro 6, l'esprit d'équipe. Numéro 5, la créativité. Numéro 4, l'esprit critique. Numéro 3, la résolution de problèmes complexes. Numéro 2, l'adaptabilité. Numéro 1, l'autonomie. Alors n'hésitez pas à interroger le candidat sur ses compétences. La sélection finale. Pour prendre la meilleure décision de recrutement pour votre entreprise, hors coup de cœur, assurez-vous qu'il remplisse vos critères. D'expérience ou de formation, de projet professionnel, de motivation, sa personnalité et ses soft skills. Pour vous aider, vous pouvez utiliser une grille d'évaluation afin d'avoir une vision d'ensemble des candidats. Cela favorise également la non-discrimination à l'embauche. Les compétences techniques sont primordiales. Si le courant passe tout de suite, l'intégration du collaborateur n'en sera que plus efficace et améliorera profondément son implication dans ses missions. Dans le cas de certains contrats de travail aidé, il est possible de réaliser une mise en situation en milieu professionnel. Elle permet au collaborateur de découvrir un métier chez un autre employeur, de confirmer son projet professionnel et d'acquérir de l'expérience et des compétences. Elle est accessible aux salariés en CDD d'insertion ou en contrat unique d'insertion.
Il ne peut pas excéder 1 mois et 25% de la durée totale du contrat. Le salarié n'est pas obligé d'accepter et n'engendre aucune sanction. Maintenant que vous savez réaliser un entretien d'embauche efficace, nous allons voir dans la prochaine vidéo comment bien intégrer votre collaborateur dans votre entreprise. Après avoir recruté le meilleur salarié, nous pouvons préparer son intégration. La procédure d'accueil. On peut scinder le parcours d'intégration en 9 étapes. 1. Concevoir le processus d'intégration. Qui fait quoi? Présenter-lui l'entreprise, chaque collaborateur. 2. Bâtir des outils d'intégration. Livret d'accueil, tutorat, séminaire d'intégration, fiches de suivi, etc. 3. Diffuser aux personnes concernées le parcours d'intégration et le rôle de chacun. 4. Organiser l'accueil du premier jour et remettre le parcours d'intégration aux nouveaux embauchés. 5. Entretien de suivi d'intégration de la première semaine par le N+1. 6. Première validation de la période d'essai à la mi-parcours. Fiche de suivi et grille de compétences. 7. Décision de l'embauche définitive du renouvellement, de l'essai ou rupture, en fonction des clauses du contrat de travail. 8. Si embauche définitive. 9. Habilitation obligatoire, suivi de l'intégration par le N+1 de la DRH pendant plusieurs mois. Entretien de fin de période d'intégration. Impliquez vos nouveaux salariés dans vos projets d'entreprise. Trouvez un moment pour manger hors de l'entreprise pour favoriser les cohésions. Le suivi de l'intégration. Vous pouvez vous aider de plusieurs outils pour suivre l'intégration de votre collaborateur. Utilisez une fiche de suivi afin d'avoir une trace de vos comptes rendus rédigés de vos entretiens. Ces moments permettent de suivre dans le temps les objectifs définis dans la procédure d'accueil. Ils doivent détailler les progrès réalisés, ce qui reste à atteindre et les difficultés rencontrées des collaborateurs. En plus des fiches de suivi, vous pouvez les compléter d'une grille d'évaluation des compétences. D'un côté, vous avez la liste des compétences et de l'autre, les étapes des entretiens de suivi dans le temps. Elle permet d'identifier clairement les compétences à valider pendant la période d'essai. La période d'essai. La période d'essai permet à l'entreprise de tester et évaluer les aptitudes pour exercer une fonction. Elle peut être renouvelée, mais doit être inscrite dans le contrat de travail. Elle peut aussi être prolongée dans le cas d'une suspension du contrat de travail pour des cas de maladie, congés payés ou accident de travail. Chaque partie est libre de mettre fin à la période d'essai si elle respecte le délai de prévenance. Elle varie selon la durée du contrat. Pour un contrat inférieur à 7 jours, le délai de prévenance est de 24 heures pour les deux parties. Pour un contrat entre 1 semaine et 1 mois, le délai est de 48 heures pour les deux parties. Pour un contrat entre 1 mois et 3 mois, 48 heures pour le salarié et 2 semaines pour l'employeur. Pour un contrat supérieur à 3 mois, le délai est de 48 heures pour le salarié et 1 mois pour l'employeur. En fin de période d'essai, il est nécessaire de faire un bilan avec votre collaborateur. En s'appuyant sur la fiche de suivi et la grille de compétences, vous échangez autour de vos ressentis point par point. C'est l'occasion de préparer la suite du projet professionnel de votre collaborateur et de lui donner toutes les clés de réussite pour son avenir au sein de votre équipe. Cela permettra également de renforcer votre lien avec lui. Vous savez dorénavant comment bien intégrer et suivre vos collaborateurs dans votre entreprise. Pour plus d'informations concernant le marketing RH, je vous invite à consulter nos formations en barre d'informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!